L'îlot Centre initiatique Le Livre Ouvert à sa tête l'apôtre Jean d'Or, père fondateur et guide spirituel. Bon après-midi, père. Merci et bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous parlons des paranormaux. Le paranormal désigne l'ensemble des phénomènes inexpliqués par les lois scientifiques connues, qui semblent dépasser les capacités normales de l'être humain et les cadres de la réalité physique observable. Le paranormal concerne tout ce qui paraît étrange, mystérieux ou surnaturel. Dans toutes les communautés, il y a des enfants qui naissent avec des signes particuliers, des dents à la naissance et autres signes. De tels enfants sont communément appelés enfants à 4 yeux. Ce thème est tiré de Révélations des initiés africains, tome 2, à la page 16. Père, à la naissance, comment fait-on pour savoir que tel ou tel autre enfant est paranormal? Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être de par le fait de la marque d'un bracelet, ça peut être au poignet gauche ou au poignet droit, ça peut être par rapport au fait que cet enfant naît avec une dentition presque complète, comme s'il s'agissait du petit d'un animal. Et dans certains cas, la mère cache l'enfant, le bébé, avec beaucoup de dents. Généralement, ces dents tombent par la suite, mais à la naissance, il y a ces signes. Donc, il y a plusieurs signes. D'autres signes sont visibles, d'autres signes sont discrets, mais dans tous les cas, il y a annonciation d'une manière ou de l'autre. Vous avez parlé tantôt de cet enfant qui naît avec le bracelet au poignet gauche ou au poignet droit. Quelle est la différence que ce soit à gauche ou à droite et celui qui naît avec le cordon ombilical attaché autour du cou? Bon, sur le plan traditionnel, généralement le côté gauche c'est le côté de la mère, le côté droit le côté du père. Donc, pour ceux qui naissent avec plutôt le cordon ombilical presque attaché au niveau du cou, bon, j'en ai abondamment parlé dans mon livre, dans mon fascicule, Les paranormaux. Et puis, parfois, c'est le hasard, mais parfois, c'est une menace susceptible d'étrangler le futur fœtus. Au quotidien, nous recevons des enfants incompris par leurs parents et même par la société, et dont le parent même est inconscient que son enfant est paranormal. Alors, comment faire pour amener l'enfant et le parent à la bonne compréhension de l'un comme de l'autre par rapport à leur paranormalité? Généralement, dans la bonne affaire, les paranormaux sont annoncés aux parents d'une manière ou de l'autre. Il y en a qui savent, ou intuitivement, ou par tout autre signe, que leur enfant est différent des autres enfants. C'est pas seulement la danse, c'est pas seulement la marque, mais c'est aussi de par le comportement de l'enfant. On sait que bon, un enfant à 6 mois qui parle déjà, qui s'exprime, qui prophétise déjà, ça sort quand même de l'ordinaire. Il y a dans des cas, c'est à cause peut-être du fait que le parent soit chrétien, et se dit que comme je suis chrétien, si j'en parle, est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Donc il y a des parents qui connaissent très bien que leur enfant est paranormal, mais par le fait de la contrainte sociale, contrainte religieuse, ils semblent nier le fait, mais très souvent même par rapport à certains parents, le parent maintenant s'impose à eux. Par exemple, ça peut être le père des jumeaux, et à un moment donné, il y a des rituels à faire, il y a des parents qui s'entêtent et qui se disent comme nous sommes chrétiens, nous n'allons pas obéir à ce problème de rite, nous ne faisons rien, mais à un moment donné, c'est des pertes insolites, en tout cas des signes qui amènent le parent à reviser son attitude. Mais il y en a qui s'entêtent et parfois, curieusement, la fin est parfois pas du tout bonne à en parler. Oui, père. Nous avons aussi au quotidien ces parents normaux-là qui sont déjà âgés et qui sont troublés, qui sont tout aussi turbulents et parfois plus indisciplinés même que lorsqu'ils étaient enfants. Comment faire pour rendre ces gens utiles à leur famille et à la société? Oui, effectivement, tu nais avec un certain don qui grandit en toi. Et à un moment donné, ce don a besoin d'être exprimé. Et généralement, quand tu ne te décides pas,
le don se met au devant de la scène et c'est le don qui s'impose à toi, mais pas comme tu l'aurais voulu, puisqu'en réalité, quand nous avons X ou Y don, c'est à nous de circonscrire les données de notre don par rapport à la situation. Et à ce moment-là, il faut véritablement qu'on sorte des préjugés et que les parents, les adultes paranormaux puissent s'assumer. Puisque j'ai dit dernièrement, dans le cas, par exemple, des paranormaux qui deviennent des guérisseurs, potentiellement, ils sont guérisseurs, mais ils refusent d'assumer. Mais à un moment donné, leur propre don se retourne contre eux. Il y en a qui sont un peu débiles, là. Il y a une expression du jour, pas comme si on s'est dit un peu, pas un peu débile, comme un ici. Les passionnés et même les surdoués, est-ce parce qu'ils ont assumé leur rôle? Sont-ils des paranormaux et qu'ils ont assumé leur paranormalité? Ou alors parmi ces surdoués-là, il y a ceux qui ne sont pas du tout paranormaux? Généralement, non, on ne peut pas être surdoué. Si c'est un petit niveau, oui. Mais on ne peut pas être surdoué à un niveau très élevé sans être paranormal. Si on prend même dans l'histoire, pas seulement du fait du Cameroun, par exemple, Newton, du contraire, il était un paranormal. Quand il est sous le pommier, il reçoit une pomme sur la tête et il déduit que la pomme ne peut que tomber. Et il déduit la pesanteur. Mais cette loi n'était pas inscrite quelque part avant, même si c'était potentiellement inscrite. Mais il reçoit, lui, Newton, il en déduit des théories. Il en a l'exemple de Archimède, qui dans tous les cas est paranormal. Quand il tombe dans l'eau, il se rend compte par la suite, après le recul, que c'est le même phénomène chez tout le monde, c'est-à-dire action, recul, réaction. Et puis, il s'est rendu compte que le poids de l'eau qui se dégage quand il tombe dans l'eau est égal à son poids. Mais comment l'a-t-il su? Est-ce qu'il a eu à mesurer? Il n'a pas eu à mesurer. Donc, nous sommes là potentiellement surdoués. Et à un moment donné, ce supplément nous, Saddam profite d'une occasion. Gillette, de pauvre, il était tranquille dans le train. Il avait oublié son couteau pour se raser la barbe. Mais c'est tant dans le train qu'il se rend compte que il y avait déjà le mouvement du train qui ne lui permettait pas bien de se raser. Et malheureusement, déjà, il avait oublié son couteau. Il s'est dit, bon, si j'avais eu quelque chose de beaucoup plus fin, je me serais rasé, même si c'est dans le train. Effectivement, il y a des rasoirs portables, que ce soit Gillette ou autre, Bic, on peut vraiment l'utiliser même dans un train. Bon, c'est parce qu'il a oublié. Il se rappelle qu'il faut concevoir quelque chose. Et voilà que l'oubli l'amène à penser à quelque chose. Généralement, on dit ramener à l'existence, ce qui n'existe pas. J'ai dit dernièrement qu'en réalité, c'est une erreur de penser qu'on ramène à l'existence ce qui n'existe pas. On ramène à l'existence ce qui est encore potentiel. C'est beaucoup plus créatif comme ça. Donc, les lois naturelles sont là, implacables, et elles ont leur mode de fonctionnement. Et on attend que des circonstances. Et c'est pour cela que généralement je parle de l'instant et je parle de l'émotion, parce que Newton, sous le pommier, il reçoit une pomme sur la tête. C'est son instant. L'émotion lui rappelle que, oui, effectivement, la pomme ne pouvait que tomber. Il en déduit les lois universelles. Les lois universelles étaient là dans la nature. Il vivait dans ces lois naturelles. Mais ces lois naturelles sont là, pas seulement pour Newton, pas seulement pour Archimède, pas seulement pour Mark Owen, c'est pour tout le monde potentiellement doué ou surdoué. Et par conséquent, il faut donc, et vous constatez que les petits jumeaux sont entre parenthèses très agités, c'est parce qu'ils vibrent selon leur fréquence, qui n'est pas perçue par les autres comme étant des fréquences normales, mais s'il y a le bon instant, la bonne émotion, de cette agitation sortira quelque chose de merveilleux. Et c'est pour cela que dans certains pays très développés, il y a des surdoués qu'on encadre autrement, parce qu'on sait que dans tous les cas, ces super surdoués n'obéiront jamais aux lois ordinaires. C'est ainsi qu'on
aux États-Unis, par exemple, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a certaines surdoués désordonnés dont la place n'est pas du tout en prison, parce que si on les met en prison, ils font des gaffes que tant dehors, et on préfère laisser certains dehors, et on se demande mais pourquoi tel est très délinquant, on le laisse dehors, moi je suis moins délinquant, et on me met en prison. C'est parce que la société a étudié les mouvements de ces surdoués, mais paradoxalement non bien recyclés. Et par contre, on leur trouve des solutions qui sortent des normes. Et ça, comme je viens de le dire, ça énerve les surdoués potentiels. Donc, il ne s'agit pas. Eux aussi, ils peuvent se poser mille et une questions, mais ils sont des faits sociaux. On dit souvent que le chien n'accouche pas le chat et une souris ne peut pas accoucher une chèvre. Alors, une femme paranormale doit-elle mettre obligatoirement au monde tous ses enfants? Doivent-ils être tous paranormaux? Mais ce qui est vrai, absolument vrai, c'est que lorsque vous avez un parent paranormal de haut niveau, et l'autre, même si sa paranormalité est de moins degré, parmi les enfants, si la femme, c'est-à-dire si il y a des phases entre les deux polarités, il y aura certains qui seront des surdoués, d'autres qui seront des hommes ordinaires. Mais si vous prenez, par contre, une mère paranormale de haut niveau, un père paranormal de haut niveau, dans tous les cas, ils ne pourront avoir donné de sang cas de paranormaux. Ça, ce sont les lois de la nature. Je dis bien, s'il y a un paranormal de père, par exemple, de haute potentialité, la mère assez moyenne ou médiocre, parmi les enfants, il y aura donc des surdoués de haut niveau et d'autres presque assez médiocres. Mais s'il s'agit du surdoué parent et du surdoué maman, dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'on ait la plupart, au moins 90% des enfants qui soient de paranormaux, qui soient des surdoués. Je prends l'exemple sur moi. Et on sait plutôt que la nature a bien agencé les choses, puisque je dis que chez d'autres, vous voyez des surdoués, des puissants, de haut niveau, presque des savants, mais qui tombent plutôt sur des femmes aux potentialités trop médiocres. Et si la société n'a pas de conditions très favorables, bien sûr leur environnement n'est pas très favorable, il y a de fortes chances que la médiocrité tende à dominer sur l'excellence, mais quand on a la chance d'avoir deux surdoués qui accouchent des enfants, il y a de fortes chances que ces enfants soient au moins moyennement surdoués. Je prends le cas sur moi, et puis c'est ma chance, puisque quand on nous observe dans la société, les plus grands surdoués, on se demande qu'est-ce qui se passe. Hein? On peut prendre un homme comme notre président de la République, pas parce qu'il est président de la République, mais parce qu'il est surdoué. Et les surdoués, même ceux de la famille, les femmes, qui a eu des signaux qui l'ont particularisé, mais à un moment donné, s'il tombe donc sur une personne de haut niveau, il y aura donc au moins la moyenne, mais comme je l'ai dit, si vous tombez sur une personne peut-être assez surdouée ou presque pas surdouée, c'est là qu'il y aura quelque part des phasages. Donc, c'est des lois naturelles, même si tu as dit que la science ne peut pas. Non, ça c'est l'Antiquité. Ça c'est l'Antiquité. Dans mon cas, je prends surdoué et surdoué, ça donne de surdoué. Si on vient faire des enquêtes sur moi, je dis surdoué et surdoué, ça donne de surdoué. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a la chance d'être surdoué et de tomber sur une surdouée? On peut avoir une surdouée qui ne sait même pas écrire son nom, hein? Mais qui est surdoué. Et son expression potentielle, le rythme à son niveau. Et pour une femme qui n'est pas surdouée,
pour un couple un couple qui sont normaux, par exemple, quelles sont y a-t-il des prédispositions à prendre pour avoir des enfants surdoués? Ouais, il peut avoir là le code génétique, c'est-à-dire que dans la famille ou du côté paternel, d'un des côtés ou de l'autre, comme de l'autre. Et il peut y avoir reconstitution par rapport à un parent donné. Et on a le parent lui-même n'est pas surdoué que ça, mais génétiquement, il porte les gènes de surdoué. Et par conséquent, quand les circonstances sont favorables, le bon moment, la bonne émotion, et voilà qu'il peut donner naissance à des surdoués. Père, revenons aux 9 dons du Saint-Esprit. Quand on parle des 9 dons du Saint-Esprit, est-ce l'apanage uniquement des surdoués? Ouais, disons que je peux répéter ce que je dis très souvent. Les 9 vertus de l'évêque sont là, potentielles, n'attendent que des occasions favorables pour s'exprimer. Les 9 dons du Saint-Esprit, c'est exactement la même chose, puisque le Saint-Esprit sonde, non? Puisque le sonde jusqu'à sonder les rangs de Dieu, de Yahweh. Et par conséquent, nous pouvons donc dire que potentiellement, la roue du destin tourne. Et il y a de fortes chances qu'il y ait arrêt sur image. L'arrêt sur image, il faut dire quoi? Bon, nous avons deux médiocres. Mais si on regarde sur le plan de la généalogie de ces deux médiocres, il peut arriver que dans l'une des généalogies, il y a eu des surdoués. C'est dans le sang. Et à un moment donné, par la rotation de la roue de destin, il faut avoir arrêt sur une image. Et voilà qu'il y a l'expression d'un surdoué. Et il y a aussi une expression qui relèverait un peu de hasard, même si la nature n'admet pas le hasard. Il y a une expression du foie diamaré. C'est-à-dire que la calebasse du chef grandit en brosse. C'est-à-dire, un copain qui mérite, il n'y a ni engrais, ni sion. Il n'y a ni bio, ni sion, rien. Mais c'est une terre apparemment là, mais de là germe ce qui deviendra la calebasse, c'est-à-dire une si belle calebasse, comme pour dire que ce n'est destiné au chef. Donc, ça veut dire qu'il y a le niveau de surdoué, ça donne généralement au moins la moitié surdoué. Il y a des cas où on a médiocre et médiocre, comme à un moment donné, pas au-delà des deux médiocres, il y a l'aspect génétique et il y a en reconversion selon les circonstances où on tombe dans pile sur un surdoué. Donc, il y a plusieurs combinaisons. C'est comme la loi des probabilités. Et à partir de là, on peut même se demander, même bibliquement, on a posé des questions, non? Ah, Jésus-Christ, mon œil, qu'est-ce qui peut sortir de bon? De Nazareth, puisqu'on savait, dans le temps très ancien, que de Nazareth n'a pas rien sorti de bon. Et voilà qu'à Nazareth, il y a cette combinaison à partir de la mère qui sort d'une source de surdoué, à partir du père peut-être qui sort d'une source moyenne, mais à un moment donné, vu son attitude, Dieu le prédispose à accueillir l'enfant plus que surdoué. Donc, il y a ces probabilités qui roulent dans la nature, mais on peut dire, effectivement, on n'est pas encore au niveau des suggestions, mais comme c'est les lois des probabilités, on peut aussi, entre parenthèses, modifier les données de la probabilité de par son comportement. Et on peut avoir des moments, je me rappelle que ma maman, Yombe Joséphine, elle m'avait dit et redit qu'elle faisait tout pour avoir un comportement socialement et familialement acceptable. Elle m'avait dit, confié quand j'étais en vacances à la radio, qu'effectivement les autres se demandent pourquoi ces enfants excellent à l'école.
Elle m'avait répondu que, bon, tu peux avoir une maman qui a un enfant qui deviendra surdoué, mais du fait que la maman vole pour nourrir cet enfant, ça pollue et ça peut finir par disqualifier ce surdoué. Elle m'avait donc dit que l'enfant que la mère porte plus dans les éléments de l'environnement, dans le comportement de la maman. Or, ma mère, il est vrai qu'elle a été à l'école sur l'arbre, mais est-ce qu'elle était trop bien placée dans l'écriture et tout ça? Non. Mais elle avait des attitudes comportementales qui lui permettaient de savoir distinguer et comment orienter ses enfants, quand bien même ses enfants n'étaient pas à côté de lui, puisque nous n'avons pas grandi à côté de lui, mais elle était à la Joe, nous étions à Obala, mais elle vivait en se disant que oui, mes enfants, comme je vous ai toujours expliqué, elle cherchait à nourrir même le passant en se disant que oui, je ne sais pas qui nourrit mes enfants à Obala. Donc, il y a des attitudes naturelles, des attitudes potentielles et des attitudes qui sont nées du fait du bon comportement. Merci beaucoup, rapporteur. Alors, maintenant, comment ces enfants deviennent-ils mystiques dans le ventre de leur mère? On a parlé du cas des Kenton, les gens qui ne savaient que le cordon ombilical autour du cou. Vous avez dit que parfois c'est une tentative d'étranglement. Ouais. Vous avez aussi parlé de la génétique. Comment comprendre qui cherche à étrangler ses enfants? Est-ce la maman? Est-ce le passant? Est-ce le sorcier? Est-ce sa propre génétique qui n'aimerait pas que cet enfant vienne au monde? Pourquoi vouloir l'étrangler? Bon, lui-même, puisqu'il est fœtus, mais par la voie de photosynthèse, il vit bien ce qui se passe dans son environnement. Et à un moment donné, ayant beaucoup de capacités, il peut dire, bon, à quoi bon être dans ce monde si cruel? Je préfère me donner la mort. Et étant entendu dire bien que par photosynthèse, là, c'est de la science pure et dure. Dans le ventre de sa mère, dans le sein maternel, il entend ce qui se passe dans son environnement et voit par photosynthèse ce qui se passe dans son environnement. Et à partir de là, à un moment donné, il peut en avoir marre de certaines attitudes et il se dit que ça ne vaut pas la peine de mettre dans tel environnement. Une autre hypothèse, l'enfant est encore dans le ventre, mais il y en a qui ont la capacité de voir par écran sonore ou autre de la mystique, de puissance. On lit à travers les ondes, d'une manière ou de l'autre, le comportement de ce futur qui deviendra bébé, qui grandira et qui peut avoir la possibilité de réussir socialement. Des gens super entraînés par savoir anticiper sur le devenir de cet enfant. Et quand il est encore fœtus, on peut donc lui faire des suggestions, l'envoûter et lui donner la possibilité donc de s'auto-étrangler. Donc, il y a plusieurs possibilités puisque la complexité nous donne de comprendre que le paranormal n'est qu'autre que la vraie science, mais une science qui malheureusement n'est pas à la portée de tout le monde. Et le jour où notre objectif va véritablement s'accomplir, on va comprendre qu'effectivement que tout ce qui est susceptible d'exister est décomposé en ces éléments premiers donc, est analysable. Et à partir donc de là, on va cesser de trop parler de mystique, de pas parler de cela. On a pris que comme il y a un cas qui nous demande qu'on peut agir sur l'enfant quand il est encore à l'état embryonnaire ou à l'état fœtus. Il y a des enfants qui peuvent s'auto-détruire aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais il arrive au-delà de tout ça, je ne sais quoi, pour protéger certains de ces fœtus. Je suis quand même de ceux-là, puisqu'on beaucoup savaient la nature de l'enfant que l'on donnerait au monde pour la première fois. Il y avait, en tout cas, des attaques, effectivement, elles se sont défendues avec son moral. Le grand-père s'est défendu à son niveau en faisant appel à des personnes expérimentées. Il y a eu donc plusieurs possibilités et
Heureusement, me voilà encore en vie, dans mon bien âge, mais ça n'a pas été du tout facile. Donc, on peut dire la vie n'est pas du chocolat, mais il faut savoir comment s'y prendre. Apôtre, on parle généralement des enfants monocs ou enfants serpents. Vous l'avez écrit dans Révélation des initiés africains, tome 2. Comment naît le monoc? Puisqu'on parle de monoc, c'est enfant serpent. Vient-il au monde avec son serpent? Est-ce qu'il sort du ventre de sa mère avec un serpent? Comment est-ce qu'il se comporte? Qui est-il en réalité? Oui, pour le monoc, bon, le principe est simple, même si ça peut être incompréhensible pour chacun, mais nous savons que de par les lois naturelles, on peut expliquer tout, objectivement, contrairement à ce que la science nous fait croire. Ça veut donc dire quoi? C'est dit même dans les paranormaux, hein. C'est-à-dire dès le moment où il y a fusion entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a déjà projection par rapport au devenir de tel enfant. Il dit bien au moment où il y a fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, tout se joue. J'ai même dit bon, revenons sur ça, puisqu'on ne va pas amener tout le monde à aller lire le livre, dans le livre, mais je dis bien, je confirme qu'il y a le nœud au moment de la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde, et en généralement, tout se joue à ce moment-là. Tout se joue à ce moment-là. Et c'est pour ça que les parents doivent être suffisamment prudents. Parce que de par leur mauvaise projection mentale, ils peuvent forcer l'instant du nœud, c'est-à-dire fusion au ovule spermatozoïde. Et par conséquent, à ce moment-là, tout se joue. Le futur enfant monoc est pressenti par le serpent. Le serpent naturel. Et le serpent naturel, donc, mais disposant de certaines capacités, va chercher à s'orienter vers la mère enceinte et influencer sur l'environnement de la mère enceinte. Et l'enfant va donc avoir des inter-échanges avec le serpent. Et avant même sa naissance, il est suffisamment rodé. Et quand il naît donc, même s'il ne sait pas encore parler, par télépathie, il peut déjà parler au serpent. Et par conséquent, parmi les serpents, il y en a qui seront conditionnés et mis à sa disposition. Et de ce fait, en grandissant, comme camarade, il rentrera en contact avec la maturité, en contact avec le serpent de sa famille. Et à ce moment-là, le serpent de sa famille accouche et donc donne la possibilité à tout membre de cette famille d'entrer en possession avec sa part de serpent. Donc, pour le monoc, le jeu commence depuis la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde. Il y a donc une préorientation et avant que l'enfant ne naisse, comme je viens de le dire, il est déjà suffisamment rodé avec son serpent. Et j'ai souvent dit, mais peut-être que ça, parmi vous, il y en a qui croient que c'est de la blague, ça n'engage que, mais je préfère dire ma part de vérité. Et je sais que si on prend du recul, cette vérité peut aussi servir à autrui. Donc, je suis né à ma manière. Bon, là, même, voici le secret. Au moment où je suis encore à l'état embryonnaire puis fœtal, il y a déjà des prédispositions de par l'effort de la nature. Il y a des prédispositions de par l'effort de mon père, vu son rang dans la magie. Il y avait donc plusieurs niveaux de prédisposition. Et Dieu, à son tour, quand il voit la bataille qui se passe entre la famille maternelle, famille paternelle, entre la nature et autres, il se dit, voilà un sujet qui peut m'intéresser. Il s'avance et se dit, oui, voilà son serpent. Je vais lui donner les ordres de comprendre ce que c'est. Et par conséquent, je ne le laisserai pas naître et être dominé par le serpent. Parce que si c'est mon serpent m'avait dominé, ce n'est pas le même Yokam qui serait devant vous pour parler des paranormaux.
Mais Dieu m'a donné, il m'a observé à l'état embryonnaire, au fait, je ne sais pas à quel moment, mais je sais que c'était dans le ventre, quand j'étais encore dans le ventre de Yombi et Joséphine, c'est là que tout est joué. Il y a eu donc des batailles vraies entre divers camps. Les vampires, certains vampires étaient là, dans l'environnement. On accuse seulement le milieu restreint, c'est dans l'environnement. Est-ce qu'ils n'ont pas, ils ont aussi leur écran? Ils sentent que même l'enfant qui va naître là, on voit son rayonnement, on voit sa lumière d'une grande portée, et par conséquent, que si on laisse naître celui-là, c'est un danger, malheureusement pour lui. Il y a eu des tribulations, mais je suis quand même né, et je suis quand même grandi, et par conséquent, je peux revenir à ce que les auteurs, ceux qui vont nous suivre vont comprendre, c'est que dès le ventre, il y a formulation par rapport au problème de monarque, il y a donc beaucoup d'enjeux, et Dieu, constatant qu'il y a des enjeux, vient, puisque, parenthèse, Satan et Dieu ne choisissent en réalité que parmi les meilleurs. Dit Satan ou Dieu ne choisit que parmi les meilleurs. Voilà le petit Yoka Mantrov au niveau de la fusion spermatozoïde et autres ovules de Mayumbi. Et on constate que voilà quelqu'un, voilà un puissant, voilà quelqu'un de rodé. Par conséquent, cherchons à nous emparer de lui, mais pour revenir à l'essentiel, j'ai été donc entraîné depuis le ventre de Saint-Martin de Yombi Joséphine. Quand je nais, donc, je savais déjà comment dominer le rapport avec le serpent, et le rapport avec le sultan bien réussi, ça m'a donné l'occasion, en tout temps, d'avoir contact avec le serpent, dessus de l'adjo, d'où vient-il que tant à y avoir, j'utilisais à fond de serpent pour surveiller la moto de mon ami Pierre, dont l'histoire là est vraie, sauf que c'est l'aboutissement qui compte. Si j'avais été dominé par le serpent, ma vie aurait été aussi dominée par le serpent. Heureusement que j'ai eu le contrôle et je connais comment ça se passe, et je préfère que cette possibilité que Dieu m'a donnée, c'est de pouvoir prochainement, par vision, par électromagnétisme, par beaucoup d'aspects, que je puisse agir sur un fœtus qui est potentiellement mon homme, pour qu'à sa naissance, ce soit lui le roi par rapport à la vie. Et ce sera une bonne chose. Si c'est le plus rusé, c'est pas pour rien qu'on choisit dans le plus rusé, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de Satan, on ne prend que les plus forts. Donc, par conséquent, Dieu a mis à ma disposition ces possibilités pour que je puisse m'entraîner. Puisque je pouvais grandir, puis à un moment donné, on dit, oui, on grave à toi l'instant de l'exorcisme, mais il y a une différence entre celui qui cherche le serpent en comprenant ce qu'est le serpent. Et celui qui est dans son neuron, il sera trop limité et il peut être avalé par le serpent. Par même aujourd'hui, j'ai eu à constater une personne, femme suffisamment puissante, d'une paranormalité hors pair, mais malheureusement, à un moment donné, la pauvre avait été avalée en esprit par un énorme serpent. Il était question donc, ayant ça dans mes gènes, de commander en esprit à l'énorme serpent de la cracher. Et quand le serpent la crache, maintenant on établit des nouveaux programmes à sa disposition pour que ce soit elle qui soit aux commandes. Et la loi est simple. Il y en a qui se débrouillent, mais il y en a qui savent comment ça se passe. Par exemple, à la vision 4, parfois on ne comprend pas assez. Puisque le mystique du baptême a rappelé qu'effectivement, tu ne peux véritablement parler de bon que tu connais comment ça se... La genèse. Tu ne peux parler que de ce que tu connais. Tu ne peux parler que de ce que tu connais. Et il le dit, il est incompris, mais c'est vrai. Une chose est d'être mon homme, mais à un moment donné, c'est pas parce que j'étais très fort que j'ai congédié le serpent.
Mais même s'il a eu à garder le moteur de mon ami, même si j'ai eu à impressionner, puisque quand la femme bordait un peu trop, m'énervait un peu trop, elle arrive au champ, elle pioche, c'est le serpent. Elle pioche, c'est le serpent. Et même si c'était toi, tu ferais comment? Tu rentres à la maison. Mais je n'ai pas pu cultiver mon champ parce que quand je pioche, je plante là-haut, c'est le serpent qui sort. Puisqu'en réalité, quand tu es dans la matrice de la chose, c'est pas un seul serpent, mais c'est une multitude de serpents. Et comme tu as dit, mon père avait la possibilité d'en avoir un, sans doute, mais l'éducation qui me permet de comprendre le phénomène de mon ordre, de trouver des solutions, puisque mon père n'avait pas pour rôle de trouver la solution. Il était un homme garçon. Sur le champ de guerre, son problème n'était pas d'enseigner aux gens, son problème n'était même pas d'expliquer. Son problème était d'agir et d'avoir des résultats. Et par conséquent, sortant de là, c'est déjà génétiquement en moi, mais le plus que j'ai reçu de la nature de Dieu, c'est la possibilité de comprendre comment je suis sorti sans effort de la domination du Nord, c'est-à-dire du serpent, et d'être le patron. Maintenant, c'est-à-dire celui qui commande plutôt. Et même si c'est pas sur moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai reçu une personne et j'ai constaté qu'elle avait été dominée par le serpent. Elle n'a pas nié les faits. Et même avant ça, il y a plus d'une personne à qui j'ai donné la possibilité de s'en sortir. Or, si c'était seulement que j'ai tracé mes pentagrammes, j'ai recité je ne sais quoi, zéro résultat. Ou tu connais ou tu ne connais pas. Oui, à moi aussi, vous m'avez donné cette possibilité de pouvoir m'en sortir des griffes du serpent. Apôtre, avant, on parle souvent des signes précurseurs avant la naissance des enfants. Vous avez parlé du serpent, du mourneau. Maintenant, il y a ce signe-là, la grenouille. Des petites grenouilles marronnes qu'on trouve souvent parfois dans la maison des femmes. Après, on dit souvent, c'est parce que il y a une femme qui va tomber enceinte et qui va accoucher. Est-ce que c'est le même phénomène qu'avec le serpent? Non, sauf que la présence du serpent est beaucoup plus discrète. Mais pour la grenouille, vraiment, c'est palpable. Et à partir de la qualité de la grenouille, on peut analyser la capacité de l'âme de l'enfant à naître. Donc, c'était des signes pour les anciens. D'abord, on voit le comportement de l'enfant à travers la grenouille. Si c'est un enfant d'une mollesse exceptionnelle, la grenouille aussi sera d'une mollesse exceptionnelle dont les gens voyaient et ça leur donnait la possibilité de canaliser et de quantifier l'énergie à transmettre au futur enfant. Et si je veux bien comprendre, pour aller plus loin, il y a des signes, toujours dans des signes précurseurs, il y a un monsieur qui avait dit, il y a les oiseaux qui arrivent souvent, ils se couchent dans le berceau de son enfant. Peu importe ce qu'ils font, ils vont chasser, l'oiseau ne va pas partir. Même si l'oiseau s'éloigne, après il va revenir. Et ça dit que chaque enfant est étroitement lié. Il y avait donc des relations que les scientifiques, bon, en tout cas, c'est pas tous les scientifiques, il y a des corrélations réelles. Et à partir des effets de la nature, on analyse les données d'une précision extraordinaire. Là, ce n'est pas l'appareil qui mesure, c'est la nature qui a ses propres mesures. C'est-à-dire que l'oiseau là a en tout cas, la forme de l'oiseau est proportionnelle à la forme de l'enfant, en tout cas. Quelle que soit la manifestation, ça peut être que, bon, prenons le cas d'un autre enfant, dans la projection par rapport à la proximité, quand cet enfant va véritablement venir au monde, il y a un signe surprenant de la prospérité. Et je peux te rassurer qu'en 1964, en avril 1964, au moment où j'étais, c'est-à-dire à ce moment où j'étais dans le coma, j'ai séjourné bien dans le coma, mais en contrepartie, quand je suis revenu, il y a eu
beaucoup de prospérité dans ma famille maternelle Wow. à ce moment-là. Même l'avocatier qui n'avait pas produit a produit à ce moment. Wow. Oui, apôtre, revenons s'il vous plaît à un autre phénomène que vivent nos familles et même depuis longtemps, ces familles subissent cela. Les enfants de deux pays. Ils sont aussi considérés comme paranormaux, mais sauf que ces enfants parfois sont tellement nuisibles. Il y a eu un cas similaire dans ma famille au point où on disait, bon, j'étais un peu la concernée parce que j'étais celle que cet enfant amenait souvent dans son autre pays pour pouvoir visiter, contempler son royaume, montrer à quel point il est roi. Mais pourtant, dans ce monde, tu vois, ce n'était qu'un petit garçon. Mais quand de l'autre côté, tu vois, c'est un monsieur, il est roi, il a même des servantes. Comment expliquer ce phénomène et cette capacité de pouvoir prendre quelqu'un d'autre et y amener? Bon, le premier aspect enfant des deux pays, ce qui ressort le plus, c'est que tout dépend de l'accueil. Tu sais, de l'autre côté, donc comme tu l'as dit, il est roi avec ce sujet. Il est respecté, tout il est respecté. Mais dans ce monde, moins il est respecté, plus il aura tendance à rejoindre le pays où il est considéré. C'est logique, non? C'est analysable. Je dis bien, dans ce monde, il est respecté à un niveau donné. De l'autre côté, il est respecté à un niveau plus. Et par conséquent, à un moment donné, il sera tenté de choisir. Et il y en a qui choisissent et qui partent. Or, généralement, pour ce genre d'enfants, pas seulement de ceux de deux pays, pour tous les paranormaux, puisque la colère et la nervosité, c'est leur partage, ce serait mieux de chercher à bien les comprendre, à bien les écouter. Parce que je me rappelle que pendant plus de 10 ans, j'ai eu à organiser des conférences, à écrire, et à ce moment-là, le fond de mes recherches portait sur la paranormalité. Et plus on comprendra la paranormalité, plus on maîtrisera la science, que ce soit la science fondamentale ou la science pratique ordinaire. Et je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté de parler suffisamment de cette paranormalité, puisque je me suis dit, et c'est vrai, qu'en réalité, quand vous regardez des personnes exceptionnelles, il y a en dessous la paranormalité. J'ai parlé tout à l'heure de notre président de la République, même ceux de chez lui, ont reconnu, j'ai dans le village, ont reconnu que ce n'était pas un enfant comme les autres. Donc, par conséquent, il a eu sa chance d'être bien encadré. Il n'avait aucun intérêt à choisir un autre pays que son pays, le Cameroun, un autre village que son village. Et puis, nous disons que la leçon que nous tirons, c'est de pouvoir mieux comprendre cette personne et effectivement comprendre aussi qu'ils ne seront jamais comme nous. Ces personnes ne seront jamais comme nous. Puisque par définition, un paranormal est extrêmement rapide. Il a des caractéristiques qui ne cadrent point avec la mollesse. Alors que le plus souvent, l'embêtant, c'est qu'on va ramener tout le monde dans le même moule. Ça ne marchera jamais. Et puis, très souvent, même à l'école, ces personnes sont parfois mises en conflit. J'en ai subi des conséquences. Jusqu'à un moment donné, le professeur, bien, je ne sais pas quel dirigeant de l'école va se dire qu'il y a concurrence. Quelle concurrence? Puisque je vous ai dit plusieurs fois que au lycée de Bala, j'étais en classe de seconde 1, et puis j'ai eu 19 sur 20. C'est-à-dire c'était au deuxième trimestre, 19 sur 20. Et effectivement, ça m'a valu beaucoup de menaces. Je vous ai relaté plusieurs histoires. Plusieurs fois. C'est une histoire qui est vraie. Et on me l'a dit. Un des responsables du lycée m'a appelé, m'a dit, je vois que toi là, si tu pars en première A, tu vas transformer les littéraires en scientifiques, pauvre de lui, qui viennent aujourd'hui m'empêcher de transformer les mêmes littéraires, ou même les scientifiques en des vrais.
scientifique, c'était mon chemin. Mais comme on le disait tantôt, est-ce qu'il pouvait mieux comprendre que c'est normal que j'ai du stress souvent, étant en seconde, même en seconde, on fait aussi mathématiques, non? Mais d'où vient-il que on fait mathématiques aussi en seconde A, et puis j'ai du stress souvent, et ça m'a vaut toutes les fautes au point qu'on a fait presque échouer beaucoup de personnes à cause de moi. J'ai viré, bien sûr, en C, bon, puis, voilà, en premier, j'ai eu le prix d'excellence, voilà, en tout cas, le meilleur prix en français. Là, c'était plus le mathématique, mais c'était, il dit en premier, c'est, en premier, D, pardon, j'ai eu le meilleur prix de classe scientifique. C'est en littérature. Ce n'est plus la science, ainsi de suite. Or, ceux-là n'ont pas dit pourquoi est-ce que tu es en série C et tu as le prix spécial des séries en littérature. Dans la vie qu'on a dans ces gymnastiques, il faut seulement bien comprendre, bien tenir, et à partir de là, qu'on laisse les surdoués, ils ne seront jamais comme nous, mais qu'on les laisse évoluer, puisqu'en réalité, si j'avais été faible, ces personnes m'auraient éteint. Heureusement que c'était moi aussi une bonne occasion pour que je redevienne qui je suis, pour que je joue véritablement mon rôle. Et si j'avais comment continuer seulement dans l'autre chemin, oui, je devais à tout prix aussi, mais le taux d'excellence aurait été moins tard, il faut être honnête. Parce que s'il n'avait pas subi toutes ces tribulations, tantôt tu es en seconde A, tantôt tu es en seconde C, tantôt tu es en première D, tantôt tu es en terminale, je ne sais plus quoi. Tous ces gymnastiques m'ont forgé. À ce moment-là, c'était incompréhensible, mais avec le recul, je comprends que c'était bien pour me forger. Puisque rares sont que ceux qui ont compris. Et la seconde A, et la C, et la D, bon, c'était une seconde nouvelle. C'est plus tard que j'ai compris. Donc, la nature, parfois, crée des circonstances qui peut nous donner de la diarrhée. Mais c'est plus tard, après recul, qu'on se rend compte que c'était pour notre bien. Oui, apôtre, y a-t-il aujourd'hui une possibilité pour que vous reveniez à ces conférences-là dont vous faisiez avant? Parce que on se rend compte que le monde aujourd'hui a besoin des personnes comme vous. Parce que de plus en plus de femmes accouchent des enfants paranormaux, ils ne les comprennent pas, puisque elles-mêmes étant paranormales ne se sont pas comprises. Leurs enfants même, ils ne les comprennent pas. Et généralement, on se retrouve chez ces marabouts, ces charlatans qui font des blindages. On dit non, un enfant par exemple qui a été paranormal un peu trop tôt, que ses yeux se sont ouverts un peu trop tôt et qui voit un peu des choses que les autres ne voient pas. Généralement on dit non, c'est un enfant sorcier, il faut qu'on l'amène chez le marabout. Et du coup, quand on bloque les yeux de cet enfant, on se rend compte que cet enfant est dérouté à vie. Ouais, il veut plus à rien faire. Il va donc falloir vraiment vivement, apôtre, que vous reveniez à ces conférences-là pour pouvoir aider le plus d'Africains possible à revenir à la compréhension d'eux-mêmes. Bon, ces choses progressent, mais de nos jours, c'est beaucoup plus facile. Puisque je vous ai dit dernièrement que vous avez eu l'idée, et c'est la nature qui vous a orienté, de créer cette communauté stylo. Puisque tout à l'heure, quand le mardi soir, je vais intervenir, mais par rapport à un thème, vu compte tenu des contraintes du temps, je ne développe pas suffisamment assez. Donc, rien qu'à travers cette émission, on peut donc, comme vous êtes inspiré pour choisir des thèmes, et en réalité, pourquoi est-ce que vous choisissez seulement ces thèmes? C'est une bonne chose qui me conscientise et qui me ramène à ce que je fais. Je dis bien que j'ai eu à Yagua, j'ai donné des conférences au centre culturel Famounet. Je n'ai respiré que par l'inspiration concernant le paranormal. Et puisque je me disais, bon, voilà que les autres ont leur serpent, mais ils dérangent. Les autres ont leur lion, ils dérangent. Les autres ont leur fait, ils dérangent. Mais est-ce qu'on peut pas avoir toutes ces choses et ne pas déranger? C'était l'objet de ma recherche. Et je me disais que donc, heureusement que je n'expliquais pas de cette façon. Dans mon jeune âge, je n'ai pas expliqué, je valorisais seulement le paranormal, mais sans rentrer dans les détails. Et si on rentre dans le détail, on peut dire, ton tel, il a déjà le serpent, on ne va pas lui créer le serpent, mais l'énergie spécifique qu'on lui donne
c'est pour maîtriser son serpent. Alors que dans un autre langage, on va dire le serpent est mauvais. Il faut seulement le brûler. Or, dans certains cas, si on détruit le serpent, on le détruit. Si on tue le serpent, on le tue. Or, il faut donc aller progressivement vers une autre façon de faire, et c'est ce que je fais depuis plus de 40 ans, avoir la possibilité de dire que bon, le totem est venu pour résoudre certains problèmes, mais on est sorti du champ de ces problèmes-là. Au lieu d'être les gardiens de la concession des grands notables, au lieu de jouer le rôle de surveillance, puisqu'en réalité, le totem au départ est un radar. Bon, tout le monde le sait. À moins qu'on ne soit hypocrite, c'est un radar très performant, puisque je vous ai dit que très souvent, quand j'allais en congé, j'étais très curieux. Et puis, quand tu comprenais le langage d'un grand initié, il demande à tel jour, tu es venu chez moi, à telle heure, tu venais faire quoi? Le notaire n'était pas chez lui. C'est à travers son serpent ou un de ses totems, radar, qu'il a donc vu qu'on est venu chez lui à tel jour. Il connaît bien, il identifie la personne qui c'est. Et quand l'autre a même donné sa part de développement, Vision 4, peut-être qu'il ne sait pas, comme il a son ton là, il ne s'est pas fait comprendre. C'est-à-dire que le notable qui, à travers son serpent, à travers un de ses totems, sans qu'on est venu chez lui à telle heure. Donc ça veut dire que même si c'est un voleur, il peut maintenant, même au niveau des enquêtes, dire c'est elle. Parce qu'il a vu. Il peut décrire même l'heure et le mouvement de ce voleur. Et à partir de là, il simplifiera la tâche aux enquêteurs. Il est vu chez moi tel jour. Il peut même sortir de brouillardise et rentrer dans sa vérité et dire, moi, je l'ai constaté, mon serpent constaté tel jour, qu'à telle heure, voici ce qu'il a fait chez moi, voici ce qu'il a pris. On confond le voleur. Et puisqu'il ne peut que reconnaître, vu la description, qu'il ne relève pas du hasard, il va à ce moment-là reconnaître que c'était lui. Et s'il faut remettre, il mettra la chose volée. Mais pour que ce soit, il faut qu'on ait la capacité donc de dominer sur ces éléments de la nature et que l'homme redevienne à l'instar de Dieu, maître de la nature. Et par conséquent, à ce moment-là, si nous sommes déjà vampires, on va pas dire que le vampire soit mauvais, soit bon, qu'il soit mauvais ou que ce soit bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais si la personne est vampire, déjà, la première circonstance à tenir, c'est pas la personne qui a choisi d'être vampire. C'est un matériel linéaire. C'est pas, il est vrai que sur les bêtiers, avec, on peut transmettre, mais c'est pas de la même nature que chez vous, les Bamileke, où c'est matériel linéaire. C'est la mère que tout, c'est-à-dire lié aux intestins. Que tout, c'est-à-dire aux intestins. C'est-à-dire que c'est la mère qui transmet avec l'aide, en tout cas, d'autres initiés. C'est à peu près comme lorsqu'on transfère l'énergie de l'époque comme initié, mais il y a des nuances. Dans ce sens que là, c'est par rapport au sang. Et on peut donc dire qu'on peut conditionner la mère qui porte le vampire et tout faire pour que ce vampire ne s'affole pas et ne pollue pas le futur sanitaire. C'est pas possible. D'accord, merci apôtre. Merci pour cela parce que vivement nos surdoués, nos paranormaux et nos hommes surnaturels sont réduits, frustrés et réduits à la sorcellerie parce qu'ils sont incompris. On les taxe de tous les noms. Alors apôtre, nous avons observé quelque chose de précis, surtout vous concernant. Nous avons observé et nous avons remarqué que vous avez une calvitie. Et généralement, dans nos légendes, on dit, de façon dont on la décrit, c'est pour la prospérité. On dit souvent ces gens qui ont cette calvitie, ils sont prospères, ils sont très intelligents, ce sont les savants. Et quand on regarde même les photos, que ce soit des Einstein et autres, on se rend compte que c'est presque la même forme de tête au niveau du crâne, c'est presque la même forme. Est-ce que tous les paranormaux ont un signe spécifique qui les distingue à l'œil nu des autres? Ouais, en ce qui concerne la calvitie, j'aime toujours commencer par la base scientifique, puis les autres aspects.
Ma mission, c'est de démontrer scientifiquement tout phénomène susceptible d'exister. En ce qui concerne dans la calvitie, ça veut donc dire quoi? Le rythme de travail d'un frère paranormal qui a pris conscience est suffisamment élevé. Et par conséquent, ça joue sur sa température. Je le redis. Je dis bien que le paranormal de haut niveau a un rythme exceptionnel de travail qui élève donc d'une manière au-delà de sa température. Il y a eu une soviétique dont la température était constamment à 20. Dans les médecins s'en enquêtaient, elle a dit non, moi je n'ai aucun problème. Ma température est à 20, mais ça me dérange, ça vous dérange en quoi? Or, cette soviétique, c'est tout simplement parce qu'elle travaillait beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'entraînait dans les boîtes de nuit. C'est quand on mettait la musique à fond qu'elle se souffrait de l'ambiance et rentrait dans le paranormal et faisait des recherches très osées. Donc, pour revenir à la carte, ici, il dit donc que quand on constate, c'est le taux de travail, le volume de travail qui fait donc que le cuir chevelu de ce surdoué en tout cas, la température est surélevée et ça brûle donc les cheveux. Et très souvent, ça brûle. Bon, pour revenir on est parti de la base scientifique, on va à la base ordinaire et ça brûle plus de la même façon. Ça brûle presque de la même façon. Et ça cadre donc, c'est-à-dire qu'on localise bien le circuit de certaines parties du cerveau qui sont les plus concernées par cette chaleur supplémentaire qui lors du travail très intensif. Et maintenant, sur un autre plan, on peut aussi dire, puisque je me suis posé beaucoup de questions, mais d'où vient-il que, bon, c'est plus tard que j'ai compris, je mangeais bien chez nous, puisqu'on peut dire parfois qu'il y en a qui ont le calvitie parce qu'ils n'ont pas bien mangé. Non, je mangeais très bien chez nous. Je me suis donc posé des questions. D'où vient-il qu'à moins de 20 ans, j'avais déjà une calvitie, même si ça a traîné, mais ça a fini par s'agrandir et prendre par ses formes. Et autre aspect par rapport à ce problème de calvitie, j'ai mon enfant que vous connaissez, Bobo, il est en France actuellement. Lui, il a fait 30 ans. C'est vrai. Mais quand il va revenir en congé, bon, en tout cas, il a une calvitie qui se prononce de plus en plus. Maman Rose en a attiré à son attention, mais ça ne l'a pas ému, puisque là, c'est un fait. Il ne s'est pas mis à dire que je vais chercher telle pommade pour la repousse des cheveux, puisque s'il veut la repousse des cheveux, il n'a qu'à diminuer le taux de réflexion, il n'a qu'à moduler sur sa température, mais c'est pas probable. Donc, on comprend donc que le taux d'énergie élevé peut prendre plusieurs directions. Pour d'autres, oui. En ce qui me concerne, vraiment, la recherche de la connaissance depuis mon enfance. Là, tous ceux qui me connaissent peuvent le faire. Quand je parle de 1964, avant de dire, quand ça prend une dose exceptionnelle en 1969, ça veut donc dire que j'étais toujours dans ça, dans la dimension de la réflexion à haut niveau. Et l'enfant, qui lui aussi travaille intensément, il a réussi son examen avec une mention, en tout cas excellente. Il y avait de la concurrence, mais ça ne l'a pas inquiété. Puisque vous savez que généralement, quand on arrive dans un milieu de blancs, tu auras à être parmi les blancs. Aucun complexe. Il a travaillé tout simplement comme il se devait. Donc, ces questions de température du surdoué, dans un cadre tout comme dans l'autre, même s'il est vrai que sur certains, ce sont des carences. Mais il y en a chez qui ce n'est pas un problème de carence. C'est-à-dire, on peut
Par exemple, quand on parler des enfants d'Éthiopie et autres, on voit même des enfants à cause de carence qui n'ont presque plus de cheveux. Mais là, c'est un problème de carence. Alors, si on regarde dans mon cas, pour terminer, mais au contraire, mes poils poussent trop vite. Mes poils poussent trop vite. Je ne peux pas, si je laisse la barbe une semaine, je ne sais pas quelle hauteur ça aura, puisqu'en 2 ou 3 jours, c'est automatiquement on doit raser parce que ça pousse à vive allure. Ça veut donc dire que je n'ai pas de poils chez d'autres, c'est parce qu'ils ont des problèmes de poils. Je n'en ai pas, mais au niveau de la tête, c'est compte tenu du dosage de l'énergie qui dégage donc de la chaleur qui touche dans le cuir chevelu. Et c'est une occasion pour donc démontrer au monde entier qu'effectivement, on nous a abrutis et donné l'impression que le paranormal, c'est mystique. Même si c'est mystique, même si c'est inexpliqué. C'était inexpliqué, mais de nos jours, c'est expliqué. D'accord, merci beaucoup, Père. Merci pour la disponibilité, pour les conseils et pour les orientations. Et dans nos familles, on a souvent l'habitude de dire que les gens qui ont la calvitie sont prédestinés à beaucoup de richesses. Merci et à bientôt. D'accord.